Titan, principal satellite de Saturne, est également la deuxième plus grande lune du système solaire après Ganymède, qui orbite autour de Jupiter. Unique en son genre, Titan possède des nuages et une atmosphère dense, similaire à celle d'une planète. Mais ce qui la rend vraiment captivante, c'est qu'elle pourrait offrir des indices sur l'origine de la vie sur Terre. Pour savoir si ce type de contenu vous plaît, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel, et nous vous en remercions. Les chercheurs estiment que les conditions sur Titan pourraient s'apparenter à celles qui régnaient sur la Terre primitive. Cependant, une différence clé subsiste. La Terre, plus proche du Soleil, a toujours été plus chaude. Titan est enveloppé d'une épaisse brume orangée qui a longtemps dissimulé sa surface au regard des astronomes jusqu'à l'arrivée de la mission Cassini en 2004. Grâce à cette mission, nous savons désormais que l'atmosphère de Titan atteint une altitude proche de 600 km, surpassant très largement celle de notre propre planète. Ce qui rend cette atmosphère particulièrement intéressante, c'est qu'elle regorge de composés organiques. Sur Terre, la découverte de tels composés serait perçue comme un fort indicateur de la présence de vie. L'atmosphère de Titan est principalement constituée d'azote, auquel s'ajoute une faible proportion de méthane et d'autres composés organiques, formés lorsque le méthane est décomposé par la lumière solaire. Mais une question demeure, si le méthane est constamment détruit par la lumière du Soleil, comment se renouvelle-t-il sans cesse dans l'atmosphère? Sur Terre, la régénération du méthane est assurée par des organismes vivants, pour qui il s'agit d'un sous-produit métabolique. Peut-on alors envisager que Titan abrite une forme de vie? Cette lune lointaine n'est pas le lieu idéal pour envisager une installation. Les températures y sont si basses que l'eau liquide ne peut exister à sa surface. Pourtant, Titan abrite des rivières, des mers et des lacs d'hydrocarbures liquides, principalement d'éthane et de méthane. Certains de ces bassins sont profonds de plusieurs centaines de mètres et s'étendent sur des centaines de kilomètres. Sous son épaisse croûte, on trouve un océan liquide, composé majoritairement d'eau et non de méthane. Des simulations en laboratoire ont permis aux chercheurs de conclure qu'il pourrait se trouver sur Titan une quantité suffisante de matière organique pour initier une évolution chimique. Celle-ci s'apparenterait au processus ayant conduit à l'apparition de la vie terrestre. Toutefois, cela nécessiterait que l'eau liquide soit présente sur la Lune pendant des périodes bien plus longues que ce que nous avons observé. Malgré tout, cela pourrait dénoter l'existence d'un océan d'eau liquide sous l'épaisse couche glacée de Titan. Si cette hypothèse est correcte, l'océan souterrain de Titan pourrait héberger des formes de vie comparables à celles que nous connaissons. Par ailleurs, ces lacs et mers d'hydrocarbures pourraient abriter des formes de vie fondées sur une chimie radicalement différente. Cependant, il est aussi possible que Titan soit totalement stérile, car sa surface glaciale, avec des températures avoisinant les -180 degrés, est extrêmement inhospitalière. Une théorie propose qu'un impact de météorite, survenu il y a des milliards d'années, aurait pu générer assez de chaleur pour maintenir de l'eau liquide pendant quelques siècles ou millénaires. Aujourd'hui, cependant, la plupart des experts estiment que Titan n'est probablement pas un lieu propice à la vie. Cette incertitude rend encore plus intrigante la présence persistante de méthane dans son atmosphère. Curieusement, Titan pourrait bien se réchauffer dans le futur. D'ici environ 5 à 6 milliards d'années, le Soleil se transformera en une géante rouge, réchauffant de nombreux corps célestes du système solaire. À ce moment, la température de Titan pourrait atteindre environ -70 degrés, assez pour que des océans stables composés d'un mélange d'eau et d'ammoniac se forment à sa surface. Avec cette évolution, la production d'ultraviolets du Soleil diminuerait, favorisant l'effet de serre dans la haute atmosphère de Titan. Ces conditions pourraient perdurer plusieurs centaines de millions d'années, offrant un environnement propice à l'apparition de formes de vie exotiques. Ce laps de temps a été suffisant pour permettre à la vie d'émerger sur Terre. Cependant, la présence d'ammoniac sur Titan pourrait ralentir les réactions chimiques nécessaires, constituant un obstacle potentiel à l'apparition de la vie. Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles, et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente. Mais y a-t-il d'autres candidates ?
Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire. Alors, pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques. Et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau. Ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire. Alors, pouvons-nous la coloniser? Et si oui, comment faire? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières. Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes. Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons. Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète. Soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations, ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, une baisse de la vision,
une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation. Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité. Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre. La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes. Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique, mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. Des centaines de vaisseaux spatiaux diplomatiques décollent de la Terre et se dirigent vers l'espace. Lorsqu'ils atteignent leur destination, ils sont accueillis par des vaisseaux extraterrestres. C'est le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. On a réussi à les détecter il n'y a pas si longtemps, dans un système stellaire très proche de chez nous. Celui de Proxima Centauri. Cette étoile, une naine rouge, est la plus proche de notre système solaire. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil, et donc seulement 50% plus grande que Jupiter. Mais Proxima Centauri est 8 fois plus lumineuse que le Soleil. Ce système stellaire se trouve à 4,2 années-lumière. C'est le temps qu'il faut à un photon pour voyager de cette étoile à la Terre. À titre de comparaison, il ne faut que 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre notre planète. Si tu décidais de te rendre sur Proxima Centauri, il te faudrait environ 73 000 ans avec une fusée classique. C'est plus long que l'existence même de notre civilisation intelligente. Mais ce n'est pas l'étoile elle-même qui nous intéresse, c'est la planète qui est en orbite autour d'elle. Il s'agit de Proxima Centauri b. Elle est 17% plus grande que la Terre et environ 10% plus lourde. Elle tourne autour de son étoile à une distance de 7,3 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit 20 fois plus loin. Mais l'étoile haute, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle n'émet pas autant de lumière et de chaleur que notre Soleil. La planète Proxima Centauri b se trouve donc en plein dans la zone habitable de l'étoile.
Elle est située à une distance si parfaite de son étoile mère qu'il n'y fait pas trop chaud et qu'elle ne se transforme pas non plus en un bloc de glace. En d'autres termes, la température qui y règne permet à l'eau d'exister à l'état liquide. Cela signifie que Proxima Centauri b pourrait abriter la vie. Mais d'autres observations de la planète ternissent quelque peu le tableau. L'étoile haute est très instable. Sa luminosité change trop fréquemment. En 2017, les astronautes ont été témoins d'un flash catastrophique. L'étoile a accru sa luminosité près de 1000 fois pendant 10 secondes. Avant cela, il y a eu un autre flash, plus faible. La planète a reçu une énorme quantité de radiation. S'il y avait eu de la vie là-bas, cette éruption l'aurait complètement anéantie. Dans l'ensemble, Proxima Centauri b reçoit environ 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les organismes vivants complexes ne peuvent pas vivre dans de telles conditions. Les scientifiques affirment que même s'il y avait une atmosphère et un océan sur Proxima Centauri b, ce rayonnement constant les ferait tout simplement disparaître de la planète. Proxima Centauri b est si proche de son étoile haute qu'elle est en rotation synchrone avec celle-ci. Cela signifie qu'un côté de la planète est toujours tourné vers l'étoile, tout comme la Lune est toujours tournée vers la Terre du même côté. Cela signifie qu'une seule face de la planète reçoit cette terrible quantité de radiation. Et certains experts spéculent qu'une civilisation intelligente pourrait vivre sur le côté sombre de la planète. C'est peut-être cette civilisation qui nous a envoyé l'étrange signal que les astronomes ont capté en 2019. Les scientifiques l'ont décrit comme une éruption optique brillante et de longue durée, accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Ce signal radio a été observé pendant 30 jours par l'un des radiotélescopes de la Terre. Les scientifiques ont pensé que le signal était artificiel et qu'il aurait pu être envoyé par une civilisation extraterrestre. On peut supposer que le signal provenait de Proxima Centauri b ou de l'une des lunes qui pourraient se trouver dans ce système stellaire. Mais d'autres observations n'ont pas permis de détecter à nouveau le signal. Désormais, la principale théorie affirme que ce signal radio n'était qu'une sorte d'interférence provenant d'une technologie terrestre. Mais que se passerait-il s'il avait vraiment été envoyé par une civilisation vivant sur la face cachée de Proxima Centauri b? Eh bien, nous pourrons bientôt le découvrir avec certitude. Un tout nouveau télescope est en train d'être lancé dans l'espace. Il s'agit du télescope spatial James Webb. Son lancement est prévu pour la fin de l'année 2021. Une fusée d'appoint décollera de la Terre et entrera en orbite. Puis elle livrera le télescope à un point précis, entre notre planète et le Soleil, où leurs forces gravitationnelles sont à peu près égales. De plus, il n'y a pas de pollution lumineuse dans l'espace, contrairement à la surface de la Terre. Il n'y a pas non plus de nuages ou d'autres conditions météorologiques qui pourraient gêner le télescope. Le télescope spatial James Webb remplacera le télescope Hubble, qui fonctionne depuis 1990. Ce nouveau télescope coûte 9,8 milliards de dollars. Et voici pourquoi. Il utilisera un miroir aussi large qu'un ring de boxe. Cela lui permettra de voir très loin dans l'espace. Si loin d'ailleurs, que la lumière de certains événements qui s'y déroulent n'aura pas encore atteint la Terre. Cela signifie que nous pourrons littéralement regarder dans le passé. Le télescope spatial James Webb verra l'univers presque immédiatement après le Big Bang. Nous verrons comment les premières étoiles et galaxies sont nées et comment l'univers s'est transformé en ce que nous observons aujourd'hui. Mais ce télescope pourra aussi être utilisé pour examiner Proxima Centauri b. Les astronomes y chercheront de la lumière artificielle, comme les lumières LED que nous avons sur Terre. Si Proxima Centauri b abrite vraiment de la vie sur sa face sombre, alors les habitants ont dû apprendre à transférer la chaleur et la lumière de sa face éclairée. Et ils doivent aussi utiliser une lumière artificielle pour alimenter la vie de leur côté. Le télescope spatial James Webb est suffisamment puissant pour distinguer les ondes lumineuses émises par l'étoile de celles qui pourraient être créées artificiellement du côté obscur de la planète. Et si nous détectons effectivement une lumière artificielle, nous aurons la toute première confirmation qu'une civilisation intelligente pourrait exister en dehors de notre système solaire. Mais il y a toujours une marge d'erreur dans les calculs et l'interprétation des données. La seule façon d'établir la vérité une fois pour toutes est d'envoyer une sonde spatiale vers Proxima Centauri b. Nous pourrons alors obtenir de vraies photos de la planète. Le principal problème est la distance. Bien que Proxima Centauri soit le système stellaire le plus proche de la Terre, il faut quand même des dizaines de milliers d'années pour s'y rendre. Après tout, la sonde spatiale Voyager 1 a eu besoin d'environ 44 ans rien que pour quitter le système solaire. Et ce n'est qu'un minuscule pas par rapport à la distance réelle de l'étoile la plus proche. Nous avons donc besoin d'autres méthodes de déplacement, et elles doivent être beaucoup plus rapides. Certains scientifiques veulent envoyer des microsondes vers Proxima Centauri b. Elles ne sont pas plus lourdes qu'une aiguille à coudre. Un véhicule de lancement déploiera environ 1 millier de ces sondes en orbite.
Puis elles déploieront une voile spatiale. C'est un matériau ultra léger qui utilisera la puissance de la lumière pour créer une poussée. Lorsque la voile sera déployée, un puissant faisceau laser sera concentré sur elle. Cela accélérera les sondes jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. Ce sera un record de vitesse absolue selon les normes actuelles. Mais il faudra encore environ 21 ans pour que ces sondes atteignent leur destination. Et nous devrons attendre environ 4 ans de plus pour recevoir le premier signal de leur part. Le système stellaire de Proxima Centauri n'est pas le seul monde à accueillir potentiellement la vie. Et l'une des tâches du télescope spatial James Webb est d'en trouver d'autres. Les puissants instruments du télescope lui permettront de trouver des planètes relativement froides, où les températures sont proches de celles de la Terre. Nous pourrons étudier en détail environ 2 douzaines de systèmes stellaires proches. Et nous pourrons détecter non seulement les planètes elles-mêmes, mais aussi leurs lunes. Les scientifiques s'attendent à un bond dans la découverte d'exoplanètes. Dès la mise en service du télescope en 2022, nous détecterons constamment de nouveaux mondes et en apprendrons davantage sur ceux qui ont déjà été découverts. Le télescope spatial James Webb nous permettra aussi de mieux étudier notre propre système solaire, et notamment la lune de Jupiter baptisée Europe par exemple. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau là-bas. Bien qu'Europe ressemble à un bloc de glace, l'interaction gravitationnelle de la Lune avec Jupiter réchauffe son noyau. Cela fait probablement fondre la glace située profondément sous la surface. Il est donc probable qu'il y ait un océan sous la croûte de glace. Des conditions similaires pourraient exister sur Encelade, la lune de Saturne. Cette lune est géologiquement active. Il y a des geysers qui jaillissent des fissures à la surface du satellite. Les instruments infrarouges du télescope spatial James Webb pourront explorer Europe et Encelade, à la recherche de biosignatures. Ce sont les traces d'activité d'organismes vivants ou de bactéries. Ce télescope est prévu pour fonctionner pendant environ 6 ans. Mais à l'avenir, nous en lancerons un encore plus grand. Il s'appelle LUVOIR, qui est l'acronyme de Large UV Optical Infrared Surveyor. Son miroir sera 2 fois plus grand que celui du télescope spatial James Webb et presque 7 fois plus grand que celui de Hubble. Il devrait être lancé en 2039 et mis en orbite à l'aide d'une fusée super lourde. Puis, il faudra livrer le télescope à sa destination, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ensuite, il commencera ses observations. Nous pourrions apprendre à voyager plus vite que la vitesse de la lumière à ce moment-là. Ensuite, si nous trouvons une planète potentiellement habitable à l'aide du télescope, nous pourrons y envoyer une sonde spatiale ou même une équipe d'explorateurs. Dans ce cas, une rencontre diplomatique avec une civilisation extraterrestre pourrait devenir réalité. Lève les yeux, cherche un petit point jaune. Et voilà Titan. C'est la plus grande lune de Saturne et la 2e plus grande lune de tout notre système solaire. Et c'est peut-être le seul endroit dans notre système solaire où il y a de l'eau liquide, à part la Terre. De plus, elle possède une atmosphère qui sert de bouclier contre le rayonnement solaire et les rayons cosmiques, tout comme la Terre. Si la vie était une maison, Titan aurait déjà beaucoup des briques qui nous sont nécessaires pour la construire. Installe-toi, tu vas là-bas. Il faut beaucoup de temps pour arriver sur Titan, mais tu sais, la magie de YouTube. Le voici, un peu plus grand que notre Lune et beaucoup plus lourd. Elle est même encore plus grande que Mercure. Cela signifie que sa gravité n'est pas trop forte, tu te sentirais 7 fois plus léger ici que sur Terre. Dans ton gymnase local, tu peux soulever 70 kg. Eh bien, sur Titan, tu pourrais soulever 450 kg. Ah, ça a l'air cool! Sa surface est principalement constituée de glace. Elle comporte de petites montagnes, des cratères et quelques cryovolcans. En gros, c'est la même chose qu'un volcan ordinaire, mais au lieu de lave, cette bête crache de l'eau, de la glace, de l'ammoniac et du méthane. Il y a des lacs et des nuages. Cela ressemblerait un peu à un canyon sur Terre. Mais ici, il n'y a qu'une infime différence. Tout est couvert d'un épais brouillard et parfois il grêle du méthane gelé. Sur Terre, nous utilisons le méthane comme combustible, car il brûle. Mais sur Titan, il n'y a pas d'oxygène. On ne peut pas faire de feu sur ce gros morceau de caillou. L'absence d'oxygène signifie que tu dois mettre un masque à oxygène. Mais tu n'as pas besoin de porter une combinaison spatiale complète comme sur notre Lune. Titan a une atmosphère plus forte. Mais tu as pris un sweat à capuche, pas vrai? Car il va bientôt faire très froid, genre moins 300 degrés. Le plus froid qu'il ait jamais fait sur Terre était de moins 128 degrés, et c'était exactement au pôle Sud. Il fait si froid parce que l'on est très loin du Soleil, presque 1,4 milliard de kilomètres.
Quoi qu'il en soit, ce brouillard dense et cette atmosphère empêchent les rayons du soleil de réchauffer la surface. Cela semble un peu extrême, mais la vie l'est aussi. Elle peut survivre presque partout. Prends la bactérie Deino. C'est un vieux mot latin. Elle peut survivre aux radiations et à des températures extrêmement basses. Elle a même survécu une année entière dans l'espace, à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Titan serait un jeu d'enfant comparé à cela, surtout si on creusait un peu vers le bas. De nombreux scientifiques pensent qu'il y a tout un océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne donne au noyau de Titan un petit peu de chaleur, et en plus, il y a aussi de l'ammoniac dans cet océan. Pour Titan, c'est comme une sorte d'antigel. Tant que l'eau reste liquide, la vie a de fortes chances de réussir. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Les scientifiques ont trouvé de vraies preuves que Titan pourrait déjà abriter la vie. Tiens, regarde ce microscope. Voici C3H2. Elle a été découverte par cet étrange groupe d'antennes qui sont installées dans le désert au Chili. Ici, ils utilisent 66 antennes, toutes pointées vers un même endroit dans le ciel. Cette molécule de C3H2 peut servir d'élément constitutif de l'ADN, le code de la vie. Certaines personnes pensent que ces molécules étaient présentes sur notre planète il y a des milliards d'années, juste au moment où la vie a commencé. Les scientifiques l'ont également vérifié de leurs propres yeux, car il y a une sonde qui a atterri sur Titan. Il s'est avéré que ces antennes du désert avaient parfaitement raison. Titan a été propulsé en tête de liste des endroits où nous pourrions vivre un jour. Oh, désolé Mars. La NASA a un nouveau projet, la mission Dragonfly. Ils vont envoyer un drone là-bas et explorer Titan plus en profondeur. La mission est toujours prévue dans 6 ans et la fusée atteindra la Lune de Saturne 9 ans plus tard. Nous allons donc devoir attendre un certain temps avant de faire nos bagages pour aller nous installer sur Titan. Une fois que Dragonfly aura atterri à la surface de Titan, il va se balader partout comme une sorte de double hélicoptère. Il aura 8 hélices d'1 mètre de large. Comme la gravité est faible, c'est plus que suffisant pour donner au drone une bonne vitesse de croisière. Il pourra voler à environ 3 km vers le haut et décoller et atterrir à la verticale comme un hélicoptère normal. Le principal problème de toute cette affaire est celui des batteries du drone. Les scientifiques ont inventé un générateur qui convertit l'énergie des radiations thermiques en énergie électrique. Si tu comprends pas tout, moi non plus. Une seule charge des batteries devrait suffire pour avoir plusieurs heures de vol continu. Le Dragonfly va transporter une importante quantité de matériel de recherche. Il n'est donc pas exactement comme les drones que font voler les gens dans les parcs le dimanche. Il va peser autant que 3 autruches. Il aura 2 foreuses, un tas de capteurs, un spectrotruc pour savoir quels produits chimiques se trouvent dans les environs. Et il aura aussi sa propre station météo, avec une tonne d'instruments pour mesurer la température et les nuages et tout ça. Et comme tous les appareils de nos jours, il sera muni d'une caméra. Prépare-toi à voir des photos incroyables du paysage de Titan. La nuit sur Titan dure environ 8 jours terrestres. C'est à ce moment-là où le drone va se déployer sur toute la surface pour se recharger et analyser des échantillons. C'est long, mais c'est en fait une bonne chose. La distance de Titan à la Terre pose un petit problème. Le retard dans les communications. Lorsqu'ils envoient un signal au Dragonfly, depuis le centre de contrôle de la mission, il doit traverser la moitié du système solaire, ce qui prend plus d'1 heure. En comparaison, le retard du signal vers Mars peut être de 10 minutes, tandis que le retard du signal vers la Lune n'est que d'1 seconde environ. Les scientifiques s'attendent à ce que Dragonfly fournisse plus d'informations sur la possibilité de vivre sur Titan ou non. Certains experts espèrent y trouver ce que l'on nomme une soupe primordiale. C'est toute une sorte de potion avec tout un mélange de choses nécessaires à la vie. Nous avions cette même bonne soupe sur Terre il y a environ 4 milliards d'années, et tous les organismes vivants qui ont existé ont évolué à partir de cette bouillie d'éléments organiques. Si le projet Dragonfly est un succès et que Titan s'avère être habitable, il aura une autre mission, trouver un endroit agréable où pouvoir nous installer. Mais créer une colonie autonome sur une autre planète serait certainement la chose la plus difficile que les humains aient jamais faite. Premier obstacle, la production d'énergie, probablement une sorte de centrale nucléaire. Puis viendrait un abri pour les humains et leurs machines. Ces nouveaux bâtiments sur Titan devront nous protéger du froid extrême et des intempéries. Ensuite, l'eau potable et l'oxygène. Il faudrait inventer un moyen de collecter ou d'organiser les deux. Ensuite, des serres pour la culture des aliments. Il faudrait aussi extraire du carburant pour le transport
Heureusement, Titan est rempli de méthane, ce qui est excellent comme carburant. Un énorme problème, la gravité. Comme elle est tellement faible sur Titan, quiconque y vivrait pourrait perdre beaucoup de masse musculaire, ce qui rendrait le travail difficile et même tout simplement la vie quotidienne. Il y a ces satanés cryovolcans qui lancent des trucs au hasard. Ou alors, il nous faut une idée plus radicale et plus audacieuse. Pourquoi ne pas changer l'atmosphère de Titan pour que nous puissions respirer sans avoir à porter une centaine de chapeaux et de gants? Pour faire cela, il faudrait terraformer la surface de Titan. Pendant longtemps, l'atmosphère de Titan a besoin d'être plus riche en oxygène pour que nous puissions respirer, et ce serait bien s'il faisait un peu plus chaud. La prochaine étape serait de créer une biosphère, c'est-à-dire introduire des plantes. Nous pourrions transformer Titan en une jungle luxuriante avec des plantes rapportées de la Terre. Mais à cause de la pression et de la gravité, elles auraient un aspect complètement différent des plantes que nous connaissons. Elles pourraient toutes devenir super grandes, ou peut-être qu'elles se réduiraient toutes à une taille minuscule. En fait, nous ne savons pas vraiment. Tout d'abord, nous devons nous assurer que la vie est possible sur Titan. Les scientifiques se sont dit récemment qu'il pourrait y avoir aussi de la vie sur Vénus. Elle a en quelque sorte la même taille que la Terre, et les scientifiques l'appellent la sœur jumelle de la Terre. Ils ont découvert un gaz sur Vénus, la phosphine. On suppose qu'il a été fabriqué par des organismes vivants. Il s'avère que non, pas du tout. Enfin, pas vraiment. Il y a un peu de phosphine qui se balade, mais beaucoup moins que ce que nous pensions au début. Bon, ne jugez pas trop vite les amis, la science sur les autres planètes est super dure. On fait toujours des erreurs comme ça. La recherche d'extraterrestres est en cours. Avec le lancement réussi du télescope James Webb, la recherche de planètes comparables à la Terre est devenue un sujet passionnant, qui retient l'attention du monde entier. Au-delà du télescope James Webb, d'autres outils sont utilisés pour trouver de bonnes candidates semblables à la Terre. Le satellite TESS et le télescope Kepler sont à l'avant-garde de la recherche de nouvelles terres. Une fois que nous aurons écarté quelques questions philosophiques épineuses, nous examinerons de près ces deux recherches et ce que le télescope James Webb espère trouver. Alors, pourquoi cherchons-nous des planètes semblables à la Terre? Parce qu'on peut. Des progrès incroyables dans la technologie des télescopes terrestres ont permis des observations ultra précises de la lumière des étoiles qui ont conduit à la première découverte d'exoplanètes. Lorsque les planètes tournent autour des étoiles, il y a une interaction gravitationnelle entre la planète et l'étoile. Elles s'attirent mutuellement. L'attraction exercée par une planète sur une étoile fait que la lumière de l'étoile oscille légèrement d'avant en arrière, lorsque les deux corps spatiaux tournent autour de celle-ci. Cela a toujours été le cas, mais l'oscillation de la lumière des étoiles n'a jamais pu être détectée, car la lumière des étoiles scintille toujours. Tu sais, scintille, scintille, bref. L'optique adaptative dans les télescopes est la percée technologique qui a permis aux astronomes de découvrir des exoplanètes en supprimant le scintillement de la lumière des étoiles. Des ressorts mécaniques placés sous les miroirs des télescopes les courbent très légèrement pour neutraliser la distorsion, le scintillement, causé par la lumière stellaire qui traverse l'atmosphère terrestre. Sans le scintillement de la lumière des étoiles, on peut observer la légère oscillation causée par les étoiles, qui exercent une attraction gravitationnelle sur leurs astres. Plus l'oscillation est grande, plus il y a de planètes. C'est ce qu'on appelle la méthode astrométrique de détection des exoplanètes. N'est-ce pas un peu compliqué ? L'existence de systèmes stellaires entiers et littéralement de milliers d'exoplanètes a été déduite sur la base d'étoiles proches en analysant les motifs ondulatoires de la lumière des étoiles. Mais les planètes elles-mêmes ne pouvaient pas être vues. Tout à coup, notre système solaire n'est plus unique. Les astronomes se sont emballés devant la conclusion inéluctable que toutes les étoiles possédaient probablement leur propre planète. Il est devenu impossible de ne pas se poser la question suivante. La Terre est-elle unique ou existe-t-il d'autres terres? Mais pourquoi importe-t-il autant de trouver des planètes semblables à la Terre? Si l'on considère toutes les ressources financières que les pays développés consacrent à la recherche de planètes habitables, on peut dire sans hésiter qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important. Avec le lancement du télescope James Webb, qui a coûté 10 milliards de dollars américains, le télescope spatial Kepler, qui a coûté 550 millions de dollars, et le satellite TESS, qui a coûté 200 millions de dollars, l'investissement dans la recherche de planètes semblables à la Terre est certainement de la plus haute importance. Si l'on garde à l'esprit que ces coûts ne couvrent que le matériel et que l'on veut avoir une idée de l'ampleur de la recherche, il faut également inclure les salaires d'une équipe de chercheurs, de docteurs et d'étudiants de 3e cycle.
recrutés dans les universités, les agences spatiales nationales et les institutions privées du monde entier. Nous en conclurons que trouver une autre Terre est une entreprise vraiment gigantesque. Et si nous en trouvons une, alors la Terre n'est plus seule. Ce n'est pas que nous puissions aller sur l'une de ces planètes de sitôt, les voyages interstellaires nécessitent des percées physiques et technologiques que nous ne sommes pas prêts d'atteindre. Mais le seul fait de savoir qu'il existe des planètes dans la Voie lactée qui ressemblent à la Terre dans tous ses aspects essentiels, comme l'eau liquide, l'oxygène et l'habitabilité, rendra l'espace moins inquiétant, plus accueillant et plus passionnant à étudier et à explorer. Cela pourrait également nous rendre plus fiers de notre planète et faire de nous tous de meilleurs terriens. La triple mission à la recherche d'autres terres, le télescope Kepler, le satellite TESS et le télescope James Webb utilisent des approches distinctes pour trouver des exoplanètes. Et l'acronyme TESS nous indique quelle est cette méthode. Le T signifie transit et c'est la clé de toute la recherche d'exoplanètes. E signifie, tu l'as deviné, exoplanète. La cible de notre recherche d'une autre Terre, S, signifie survey ou étude, parce que TESS examine des centaines de milliers d'étoiles proches. Et S signifie satellite, parce que TESS est en orbite autour de la Terre, contrairement au télescope spatial James Webb, qui sera en orbite autour du Soleil. Lorsqu'une planète passe devant une étoile, cela s'appelle un transit. La planète bloque une partie de la lumière provenant de l'étoile. Cette diminution ou gradation de l'étoile peut être mesurée. L'atténuation de la lumière des étoiles nous apprend beaucoup de choses sur une planète. En connaissant la luminosité de l'étoile et l'atténuation de sa lumière lors d'un transit devant elle, nous pouvons déduire si la planète est géante ou si elle est proche. Mais nous ne saurons pas distinguer si elle est l'un ou l'autre. Est-elle géante ou proche ? Jusqu'à ce que l'orbite de la planète soit également chronométrée. Cela signifie que notre satellite TESS doit prendre des vidéos de longue durée de ces étoiles. Des vidéos d'étoiles, voilà qui plairait à Hollywood. Le satellite TESS n'a pas de télescope. Il utilise 4 caméras CCD pour retransmettre en direct des vidéos de longue durée d'autant d'étoiles que possible. Des centaines de milliers d'étoiles. Pourquoi tant d'étoiles ? Parce que pour observer le transit d'une planète, celle-ci doit passer directement entre les caméras du satellite TESS et l'étoile elle-même. Si une planète ne se trouve pas exactement entre l'astre et l'angle de caméra de TESS, elle ne pourra pas être vue car elle n'altérera pas la lumière stellaire. Les transits planétaires sont rares. Par exemple, Vénus ne passe dans le champ de vision de la Terre que tous les 200 ans. Pourtant, les caméras de TESS observent de nombreux transits planétaires parmi les centaines de milliers d'étoiles dont elles prennent des vidéos en continu. Et tu sais ce que ça signifie ? Cela signifie qu'il doit y avoir des centaines ou des milliers de fois plus de planètes que celles qui sont observées par la méthode des transits. La conclusion que chaque étoile pourrait être entourée de planètes semble donc inévitable. Les planètes sont partout. Et maintenant, tadam ! Le télescope spatial James Webb, avec son miroir géant de 6,50 m de large, se joint à la recherche. C'est un prodige technologique, une merveille du monde moderne, un miracle d'ingénierie avancée. L'attente est à son comble, mais avec cette anticipation accrue vient une quantité presque égale de trépidation. Et certaines choses peuvent encore mal tourner avant que le télescope spatial James Webb ne renvoie ses premières images. Après le lancement du télescope spatial Hubble en 1990, par exemple, une mission de réparation a dû être lancée dès 1993. Le miroir de Hubble n'avait pas été suffisamment inspecté et ses images étaient très floues. Les astronautes ont dû effectuer une sortie spectaculaire dans l'espace pour réparer ce miroir. Après la réparation, les images renvoyées par Hubble étaient plus précises encore que ce que l'on avait pu envisager à sa conception. C'est ainsi qu'un modèle amélioré est apparu. Cela ne peut pas se produire avec le télescope James Webb, cependant. Le télescope spatial Hubble est en orbite autour de la Terre et est accessible aux astronautes. Le télescope spatial James Webb, quant à lui, tourne autour du Soleil et se trouve bien au-delà de la Lune, hors de portée des astronautes. Car aucun vaisseau spatial n'est à même de les y transporter. Il ne peut pas être réparé manuellement en cas de problème. Pour ajouter aux difficultés, le télescope spatial James Webb ne dispose que d'une seule caméra embarquée pour inspecter les dommages qu'il pourrait subir ou les dysfonctionnements mécaniques qui pourraient se produire dans l'environnement difficile de l'espace interplanétaire. Toute réparation à distance devra être effectuée en aveugle depuis la Terre. Le télescope spatial James Webb est maintenant entièrement déployé. Les 18 segments de miroir devront être alignés pour produire une image unique.
Ce processus, d'une importance cruciale, prendra plusieurs mois après le déploiement du télescope. 70 des 286 premières missions d'observation du télescope visent des exoplanètes. Grâce aux données des précédentes recherches, le télescope n'aura pas à perdre de temps à rechercher celles-ci. Leurs emplacements et leurs orbites sont déjà connus. Le télescope James Webb ira droit à leur rencontre. Le télescope spatial James Webb n'est pas un télescope optique dans le même sens que le télescope spatial Hubble ou tout autre télescope ordinaire qui capte la lumière visible. Il perçoit la lumière infrarouge. Les images des planètes devraient ressembler à des points lumineux, un peu flous si elles ont une atmosphère. Ces spectres planétaires fourniront le plus d'informations sur une exoplanète. Tout gaz entourant une exoplanète absorbera une partie de la lumière des étoiles lorsque celle-ci traversera son atmosphère. Supposons qu'il y ait du méthane dans l'atmosphère de la planète, de l'oxygène et du dioxyde de carbone, les gaz les plus à même d'indiquer des traces de vie. Dans ce cas, le télescope James Webb sera en mesure de les détecter par analyse spectroscopique. Un portrait complet de l'exoplanète peut être formé à partir des informations infrarouges. Ses plages de température, son contenu atmosphérique, la probabilité de la présence d'eau liquide et même la probabilité de la vie. Et ça, ce n'est pas négligeable. Le télescope spatial James Webb a également d'autres missions à accomplir. Il est chargé d'examiner la formation des étoiles et des planètes dans les nébuleuses de la Voie lactée. La compréhension de la formation des systèmes solaires fait partie de la recherche d'une autre Terre. En détectant la lumière infrarouge, le télescope spatial James Webb scrutera les galaxies les plus éloignées, celles dont la lumière visible est bloquée par la poussière et le gaz. Ces galaxies lointaines se sont formées peu après le Big Bang. La formation des galaxies est une mission essentielle pour le télescope James Webb. Ces galaxies les plus anciennes s'éloignent en accélérant si vite que la lumière qu'elles émettent est étirée en dessous de la fréquence du spectre visible, dans l'infrarouge. Le grand télescope peut voir ces galaxies auparavant invisibles. Nous espérons en apprendre davantage sur la mystérieuse énergie noire qui est à l'origine de l'expansion de notre univers à une vitesse toujours croissante. Nous avons donc bon espoir que le télescope spatial James Webb élargira considérablement nos connaissances sur cet univers étonnant dans lequel nous vivons tous. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre.
Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète.
De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées.